Bonjour à tous en Guadeloupe, Martinique et en France. Bonjour aussi à Céline. Bonjour Tannick. On est mardi 27, on commence avec du retard, mais c'est volontaire. On essaie de commencer à l'heure, mais ce n'est pas toujours évident. Bonjour Antoine Navajotte, qu'on va recevoir tout à l'heure. Oui, bonjour. Vous êtes artiste peintre, on va parler tout à l'heure de cette exposition. On va parler aussi de hip-hop avec Claude QAV, on espère qu'il sera là à temps. Il est attendu. Et aussi, on parlera de ce qui s'est passé ce week-end au niveau des startups avec M. Colomb, qui est le président de K-Reactive. Voilà, c'est un petit peu le sommaire des talks du point de vue de l'info, Céline. Alors, dans les titres de ce mardi, nous sommes en octobre rose. Toujours, l'opération se poursuit. Aujourd'hui, l'innovation permet aux femmes qui ont connu une ablation du sein suite à un cancer d'avoir des solutions esthétiques. Des prothèses leur sont proposées, une façon de retrouver un peu de ce corps d'avant. Et justement, un corps à corps, ça peut faire rêver, mais là, il s'agit de combat. La gendarmerie organise aujourd'hui une formation pour ses militaires en la matière. Nicolas Hachi est allé se mesurer à ces hommes forts et à ces femmes fortes. On s'offre une parenthèse artistique en fin de journal avec la 3e édition de l'exposition Art Freedom qui se déroule en ce moment à l'espace Cardin à Paris. L'association Cœur Couleur Caraïbes de Sainte-Anne est présente sur l'événement et notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, y est aussi bien sûr. Et bien sûr, on parle d'Haïti. Oui, on aura une interview différée. Un direct. Un faux direct, on va dire. Un faux direct qu'on a enregistré en fin de matinée avec un journaliste en Haïti qui nous parle un petit peu des suites du processus électoral. De la préélection, c'est ça? Exactement. Bien, ben voilà un bon journal aujourd'hui, bien chargé. Et donc, on va commencer par l'artistique, une fois n'est pas coutume. Antoine Navajotte, on le connaît, plasticien renommé, abimien, il a un nom très connu dans les milieux politiques. Et comme par hasard, il commence son exposition à Basse-Terre, va commencer le 6 novembre, qui va se terminer le 6 décembre. Signe du hasard, je ne sais pas, Antoine. Non, c'est-à-dire qu'il y a des périodes que j'aime bien placer mes expos et moi je les place, hein, je ne regarde pas la période. Le calendrier politique? Non, vous ne fonctionnez pas avec le calendrier électoral? C'est sûr que, oui, tout à fait, je place les expos parce que c'est des demandes et par rapport à ça, j'essaie de répondre, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, cette expo va se faire à Basse-Terre. Oui. C'est la deuxième fois que vous venez à Basse-Terre? Oui, c'est après une bonne dizaine d'années, je reviens à la maison du patrimoine de la ville de Basse-Terre. Ici, un bel espace et qui peut en général une vingtaine de toiles. Mais cette fois-ci, je vais mettre au moins 2 à 3 grands formats de 2 mètres sur 2 mètres. Oui, tout à fait, parce que j'ai déjà pris les mesures. Ça fait près d'1 an que je travaille sur cette expo, donc je connais bien l'espace. Donc voilà. La thématique? Je travaille sur le thème de l'exposition, c'est Voyage au pays de la réalité. En fin de compte, c'est ma vie que je mets en peinture. Vous continuez en fait, c'est un travail que vous avez commencé il y a quelques années. C'est tout un cheminement que j'ai commencé depuis une bonne trentaine d'années, qui au niveau des écritures plastiques même en elles-mêmes, qui commence à prendre forme. Donc c'est un travail qui continue, quoi. Et là, je travaille beaucoup sur l'univers des champs de canne à sucre et l'univers de la mangrove. Et à un moment donné, je mélange les deux en fin de compte. Et c'est ce que j'ai présenté à Basse-Terre. Donc c'est vraiment une nouvelle série que les gens de Basse-Terre vont voir pour la première fois. Alors vous parlez de larges panneaux, mais quels sont vos supports de prédilection, même concernant la matière en fait, que vous aimez travailler? J'utilise beaucoup la peinture acrylique et je travaille sur toile parce que j'aime beaucoup la matière. En fin de compte, lorsque je peins, je pense dessin. Donc je dessine dans la matière picturale. Par exemple, j'utilise du carton. De plus en plus, j'utilise très peu le pinceau parce que le fait de déchirer le carton, de l'utiliser directement sur la toile, ça donne des effets matière, donc je joue beaucoup avec ça en fin de compte. Donc de plus en plus, avec le temps, plus j'avance dans ma pratique, plus le carton devient un outil pour moi. Et à partir de là, j'expérimente et je développe ça en fin de compte. Donc, deuxième élément que je constate, je me sens beaucoup plus à l'aise dans les grands formats de 2 mètres. Parce qu'il y a ce rapport avec la toile, je rentre de plus en plus dans la toile. Et pour cela, je dois travailler sur des grands formats. En fin de compte, les petits formats actuellement me servent d'esquisse pour travailler sur les grands formats. Donc depuis cette année, j'ai entamé toute une série de grands formats. Et parmi les grands formats que j'ai travaillé, je vais présenter 2 à Basse-Terre.
Et donc, vous disiez que vous continuez un cheminement commencé il y a quelques années, travailler sur les cases créoles, sur l'environnement. Pourquoi cette insistance sur cet environnement? Parce que c'est ma vie, hein. C'est aussi simple que cela. C'est ma vie, j'ai été élevé à la campagne. J'ai attaché la canne en bas cochon manger. Donc à un moment donné, il y a des images qui remontent. Et naturellement, je traduis ça par le dessin. En fin de compte, le peintre, lorsqu'il travaille, il peint sa vie. Il faut rester soi-même et tu peins ta vie. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est l'aspect que ça donne sur la toile qui est intéressant. Et moi-même, ça me surprend. Et dès que ça me surprend, je dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est sa vie. Hein. Mais comment donner corps, comment donner forme, comment donner de la couleur à ça, c'est ce qui est long en fin de compte, avant d'arriver à trouver quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est un cheminement que je constate qui commence à prendre forme. Je commence à avoir des éléments qui reviennent en permanence dans mon vocabulaire plastique. Par exemple, la case créole, que j'ai utilisée cette fois-ci, qui n'a rien à voir à l'époque que je l'ai présentée en 2008. Tout à fait. Qui joue, qui danse dans la toile, qu'on le voit dans la canne, qu'on le voit. Il y a par exemple la mareuse, mais c'est ma représentation parce que j'ai vu ma grand-mère travailler la canne. Donc c'est tout ça qui revient en même temps. Une espèce de Van Gogh guadeloupéen. Mais en tout cas, lorsque je lis beaucoup le parcours des peintres, des grands peintres. Les gars, ils te disent en permanence c'est sa vie qu'il faut peindre. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de comprendre le processus de la création. C'est ça. Et ça, dans une école d'art, on te donne la technique, mais le cheminement, comment mettre les choses en place, tu apprends ça à côté de l'artiste. Et moi, j'ai beaucoup d'amis d'artistes qui me donnent, qui me conseillent. Et c'est comme ça que j'essaie de progresser, parce que le peintre, lorsque je peins, je suis seul devant la toile. Et il faut avancer dans la créativité. Alors justement, je ne sais pas si le terme va vous plaire, mais vous me faites penser à un artiste assez terre-à-terre finalement, puisque vous aimez regarder la réalité et la peindre. Mais est-ce qu'il vous arrive de partir un peu dans tous les sens, je ne sais pas, peut-être des expérimentations aussi, de sortir un peu des lignes de la réalité justement, parce que c'est un voyage au pays de la réalité? Je parle de tout en fin de compte. En fin de compte, ce qu'on appelle terre-à-terre, c'est ce qui est difficile en fin de compte. Parce que c'est très peu de choses. C'est avec très peu de choses, hein, mais comment donner forme, comment donner une idée générale, c'est ce qui est difficile. Mais c'est des choses simples. Mais mettre ça en forme, c'est-à-dire par la peinture, sur un support, ça c'est très difficile. Donc c'est pour ça souvent il y a un décalage entre l'idée de départ que j'ai dans ma tête et lorsque je suis devant la toile, parce que ce que j'ai en tête, parfois ça n'a rien à voir avec le résultat final, parce que je ne suis pas fermé dans la débat. C'est-à-dire que si je décide de peindre par exemple la canne, mais en chemin, la canne peut se transformer en animal, en poule, parce que l'œil a vu ça et je continue comme ça. C'est ce cheminement qu'on a dans le cerveau qui est très difficile à faire en fin de compte. C'est l'œil qui décide. Il y a le prolongement de la main sur la terre, mais c'est l'œil, c'est le regard. Et donc, en permanence, c'est la décision. Je prends la décision sur le moment. Pourtant, j'avais l'idée de la canne à peine au départ. Donc, parfois, en chemin, ça peut bouger. Et donc, vous-même, vous êtes surpris du résultat? Tout en restant soi-même dans son univers. Parce qu'avec le temps, j'ai constitué un univers. Et l'univers se trouve dans l'atelier. Il y a des objets que j'ai dans l'atelier. J'ai des dessins. Ça s'accumule avec le temps. Et je l'utilise en permanence dans mon travail. Pourquoi je travaille sur les formats de 2 mètres? Parce que je suis prêt à travailler sur les formats de 2 mètres. Parce que je sais que maintenant, j'ai matière pour travailler. J'ai des éléments pour mettre sur la toile. Et ce que je mets sur les formats de 2 mètres sur 2 mètres, c'est ce que j'ai accumulé pendant des années. Alors, il y a quelques années, vous avez beaucoup travaillé avec les enfants aussi. Oui, jusqu'à maintenant. Ce travail, justement, j'avais posé la question, est-ce que ce travail avec les enfants... Oui, ça continue, c'est important. Oui. Ça fait 16 ans que... Non, j'avais pas fini de poser une question, parce que vous essayez de... Antoine Navajoton, vous connaissez un peintre, on va dire, à Grèce, vous essayez de reproduire une certaine réalité du passé, que vous avez connu de votre enfance, etc. Mais les enfants d'aujourd'hui, qui sont sur les portables, sur le numérique, etc., comment vous arrivez à concilier ces deux niveaux? Oui, en fait, moi, il faut faire très attention. C'est-à-dire que je peux utiliser les images numériques dans la peinture. Oui. C'est-à-dire que c'est important pour moi que les enfants pratiquent. Parce que le numérique, c'est le danger de ça, c'est-à-dire
tenir le pinceau avec la main et tenir l'outil, ça n'a rien à voir. Je fais un geste avec la main, avec la peinture, on sent la sensibilité. Oui. Le numérique n'a jamais donné ce résultat. C'est pareil, oui. Donc j'essaie de gérer, de toujours donner de la pratique, que les enfants pratiquent avec la main, mais tout en sachant qu'on peut utiliser le numérique, mais il faut bien l'utiliser. Moi, j'utilise le numérique au niveau de la couleur, en fin de compte. Mais le plus important pour moi, c'est la pratique. C'est le danger pour le peintre de tomber dans ce panneau-là. Moi, c'est la pratique, c'est la main. Un geste comme ça, ce n'est pas... Tandis qu'au niveau numérique, c'est calculé, non, on n'aura jamais le résultat. Et moi, c'est là le seul. Donc, moi, je dis que le peintre, s'il est dans la peinture, la priorité, il faut utiliser les outils, c'est la main. Est-ce que les enfants avec qui vous travaillez en atelier comprennent ça? J'essaie de leur faire comprendre ça, et c'est pour ça que dans mon atelier, ils pratiquent beaucoup. Ils font de la peinture, ils font du modelage, ils font du collage, ils utilisent la main. Oui. Ils touchent la matière qui est là. Ils sont en contact direct, oui, en fait, ils sont live. Je pense que c'est très important ça, parce que c'est capital, surtout à la base, que ces enfants-là touchent à ça, parce qu'on ne sait jamais demain. Parmi ces enfants-là, il y a des peintres, il y a des architectes. Donc je pense qu'il faut transmettre, il faut donner ça aux enfants, et après ça, ils feront leur vie. En tout cas, dans ma démarche, dans ma philosophie, aussi bien j'ai la chance, moi je considère que j'ai la chance de pratiquer, mais je pense que je trouve le temps pour donner aux enfants, parce que ça fait partie aussi de ma philosophie. Et en tout cas, c'est un choix de vie. Et je ne sais pas, justement, vous, puisqu'on parle d'enfants, comment vous êtes tombé dans la peinture, entre guillemets? C'est-à-dire que lorsque j'étais au collège, j'ai beaucoup gagné des concours de dessin. Je dessinais beaucoup, et j'ai été repéré par mon professeur de dessin qui m'a orienté au lycée de Bainbridge à l'époque. Et chemin faisant, il y a eu un cheminement, et après, à un moment donné, après le bac, j'ai fait les Beaux-Arts, et j'ai été repéré aux Beaux-Arts très tôt, et on m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup conseillé, en fin de compte. Mais c'est un cheminement, hein, parce qu'on ne sait jamais, il y a des doutes. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma tête, j'ai pris la décision de vous y consacrer complètement. Oui, parce qu'il faut prendre la décision dans sa tête. Et le fait de prendre la décision, ça demande toute une organisation. J'ai un atelier, j'ai une pratique artistique, j'ai des contacts à l'extérieur. Parce que je suis concentré sur mon sujet, c'est clair dans ma tête, il n'y a pas de doute. Je fais que ça, je pratique, j'enseigne. Donc ça me demande toute une... Je fais des expositions. Je sais ce qui se passe actuellement à la FIAC. Donc, administrativement, il faut être dans les règles. Ça c'est mieux. Oui, c'est important, parce que administrativement, lorsqu'on est dans les règles, c'est moins d'ennui. Moins d'ennui, et tout change en fin de compte. Donc, ça demande tout ça en fin de compte. Oui, justement, là, on va aborder un chapitre un petit peu particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous appelez Nabajoth, un peintre peut travailler sans tenir compte de la réalité qui l'entoure, aujourd'hui, de la réalité politique, sociale, économique? Comment vous faites pour soit fermer les yeux ou bien boucher les oreilles? Comment vous faites? Il s'enferme dans son atelier. Non, ça me passe. Tout ce qui se passe en Guadeloupe, ça me touche. Ça me touche, et d'une manière ou d'une autre, ça se traduit sur la toile, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est inévitable. On a vu la misère sur vous. Je suis sensible à ce qui se passe. Hein. On l'a vu. Je suis sensible à tout ce qui se passe. On ne peut pas ne pas être sensible à ça. On ne peut pas ne pas être tout ce qui se passe en Guadeloupe. Oui, même si je peins, j'écris mon univers, mais il y a des éléments. J'utilise beaucoup le rouge, parce que le pays est chaud, il y a toujours des doutes, il y a toujours des problèmes. J'entends les gens parler à la radio, les gens souffrent, donc je ne peux pas ne pas, à un moment donné, parce que lorsque je peins avec le cœur. Donc d'une manière ou d'une autre, même si c'est sur une toile, il y a ces ressentis-là qui reviennent sur la toile. Je ne peux pas ne pas être, oui. C'est vrai que, tout en sachant que je sais que mon sujet, c'est la peinture. Et je le mets sur la peinture. Après, si les gens vont comprendre. Mais je l'exprime par la peinture, parce que c'est l'âme que j'ai, en fin de compte. Oui. Et je suis beaucoup plus à l'aise par la peinture. Expliquer mon travail ne m'intéresse pas, en fin de compte. Mais c'est la peinture qui m'intéresse, donc l'exprime par la peinture. Oui, parce que c'est vrai que, bon, on va prendre un grand exemple, Guernica, c'est une peinture
de protestation. Tout à fait. Je ne parle même pas de Warhol aussi, dans son sens qui aussi a reproduit un petit peu son époque. Alors, bon, si on prend le cas dans Guadeloupe, Saint-Cyr à un moment a fait un peu ce travail. Alors, est-ce que la question, est-ce que ça vous traverse aussi? Ça me traverse, mais je laisse les choses venir en fin de compte. D'accord. Je reste moi-même. Oui. Ça, c'est important. Je reste moi-même. Oui, derrière. Non, non, parce que j'ai de quoi. Le fait de peindre la case, de peindre la souffrance des gens, je suis beaucoup plus à l'aise de peindre l'univers de la mangrove. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la mangrove. Donc c'est déjà suffisant pour moi pour le moment. Et tout en traçant, il y a des éléments qui peuvent traverser. Mais j'essaie de dire ce que je ressens à un moment donné, en fin de compte. Travailler l'univers de la mangrove et l'univers des Chanacus, c'est tout simplement parce qu'il y a la disparition de la canne. Tout à fait. Il y a la disparition de la mangrove. Donc c'est des questions que je me pose et je le mets sur la toile. En tout cas, ça s'appelle le Voyage au pays de la ruralité. Tout à fait. C'est à partir du 6... C'est à partir du 6 novembre. Maison du patrimoine. Et à la Maison du patrimoine de la ville de Basse-Terre. Oui. Donc les gens seront... L'expo va durer un mois. Donc les gens de Basse-Terre vont bien profiter de... En tout cas, je les invite à voir. On ne verra pas ces tableaux nulle part autre qu'à Basse-Terre. Oui, pour le moment uniquement à Basse-Terre. Parce que c'est un choix, on fait des choix. Hein. C'est pas des tableaux que les gens de... Bon, c'est plus sur Basse-Terre pour le moment en tout cas. En tout cas, c'est d'abord la Basse-Terre parce que ça fait 10 ans que je n'ai pas exposé. Mais mon Basse-Terre, j'ai des chances parce que Antoine Kadibaki à Casazot. Oui, tout à fait. Et donc, j'occupe vos expositions là, ça, mon trajet à ça, à partir du 6 novembre jusqu'au 6 décembre, la veille à élection là. Jour à élection là même. Jour à élection. Oui, non, je vais décrocher le quand même. Ah, vous pouvez décrocher. Ah non, ça, depuis, je vais arriver à Basse-Terre le samedi depuis à 3h du matin. Ah non, je vais décrocher quand même la veille. Mais ça peut aussi le week-end, c'est pas un problème. Parce non, que... mais ça peut empêcher pour monde voter. Hein. Ou alors voter dans Bajot. Merci Antoine d'être venu. C'est toujours sympathique de recevoir. Puis Céline, il est déjà pratiquement 12h53. Vous avez le temps de mettre en route pour le journal. Allez, c'est parti. On entame cette édition avec une image. On dit quelques mots de cet incroyable retentissement dans l'affaire dite Air Cocaïne et ce scénario bien ficelé, digne d'un film d'aventure. Bruno Odos et Pascal Fauré que vous apercevez sur cette image. Les deux pilotes d'avion condamnés cet été à 20 ans de prison par la justice dominicaine dans une affaire de trafic de drogue seraient en France depuis samedi. Pour rappel, ils ont été condamnés en août à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne par la justice dominicaine. Il faut rappeler qu'en mars 2013, près de 680 kilos de cocaïne avaient été retrouvés dans ce Falcon 50 qu'ils devaient ramener en France avant d'être arrêtés par la police. Ils ont bravé donc la justice locale et l'interdiction de quitter le territoire à laquelle ils étaient soumis. Ils ont quitté Saint-Domingue en bateau avant de rejoindre Saint-Martin puis la Martinique et de prendre un avion pour rejoindre Paris. Voilà le cas des deux autres Français, Nicolas Pisapia et Alain Castagny, demeure incertain. Ils sont toujours détenus en République dominicaine. Un commentaire d'Annick. Non, juste un mot, dire que en arrivant à Paris, ces deux hommes ont dit qu'ils sont venus chercher la justice. Parce que paraît-il, à Saint-Domingue, dans la République dominicaine, on condamne à tir au bois comme ça, on décide de 20 ans, 30 ans. Ils disent surtout parce qu'ils étaient français. Mais est-ce qu'ils seront jugés en France? Ils disent qu'ils sont à la disposition des juges français. On attend de savoir un peu plus. Alors, dernière chose... En tout cas, il y a peu de chances qu'ils soient extradés. Non, sûrement pas, ils ont été extradités. Alors, dernière chose, le ministère des Affaires étrangères français dit qu'il n'a rien à voir dans l'exfiltration, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils aient quitté Saint-Domingue, la République dominicaine en bateau puis en avion, sans avoir été aidés par une puissance quelconque. Mais enfin, ça fait partie du roman. Des agents secrets peut-être. Ce sont peut-être des agents secrets, c'est une histoire secrète. En tout cas, on aura sûrement le fil de cette affaire dans quelques temps. On continue. On tourne une page santé. Nous sommes encore en octobre et Octobre Rose se poursuit. Aujourd'hui, l'innovation permet aux femmes qui ont connu une ablation du sein suite à un cancer d'avoir des solutions esthétiques. Des prothèses leur sont proposées, une façon de retrouver un peu de ce corps d'avant. Le reportage est signé Jeff Taylor. Donc voici, là par exemple, je voulais vous montrer sur un mannequin. C'est un mannequin qui est mastectomisé, donc qui a subi une ablation du sein lui aussi. Et en fait, ce sous-vêtement-là, c'est un sous-vêtement qui est spécial pour ce genre de... Donc je vais vous montrer.
Voilà, donc ce mannequin, en fait, il lui manque un sein. Et grâce à la nouvelle technologie, nous avons des seins qui sont auto-adhésifs, qu'on peut mettre en remplacement du sein manquant. Cela permet en fait à la femme qui a eu une mastectomie de reprendre une vie normale, puisqu'elle va pouvoir bouger naturellement, alors qu'avant elle était un petit peu, comment dire, elle peut être complexée par le fait qu'elle a une différence de taille de ses deux seins. Donc là, ce soutien-gorge-là, voilà, je le remets en place. Donc c'est totalement invisible. On ne voit pas du tout que la femme a eu une ablation. Et sinon, il y a une autre technique aussi, c'est de glisser à l'intérieur du soutien-gorge une prothèse. Donc voilà, ce soutien-gorge-là, il a une prothèse à l'intérieur qui a été glissée. Et cela permet encore de retrouver une autonomie physique et une intégralité physique. Il est 12h57 et on continue avec Octobre Rose. C'est l'occasion aussi, cette opération, de délier la parole concernant la maladie. Les cas de cancer du sein sont toujours plus nombreux en Guadeloupe chez les femmes, mais aussi chez les hommes, étonnamment. Nous allons entendre le témoignage d'une femme qui revient sur les difficultés du traitement. Donc moi je suis responsable du registre des cancers, c'est un registre qui existe depuis 2008 et nous enregistrons tous les cas de cancer chez les femmes et chez les hommes parce qu'il y a aussi quelques cas de cancer chez les hommes en Guadeloupe. Donc ce qu'on constate, nous avons un peu plus de 200 cas de cancer par an chez les femmes et on constate sur les 5 dernières années entre 2009 et 2013 une légère augmentation du nombre de nouveaux cas de cancer chez les femmes qui doit vraiment interpeller sur le suivi du dépistage. Augmenter le suivi du dépistage. L'autre remarque concerne aussi dans notre population un taux plus élevé de cancer chez les femmes avant l'âge de 50 ans, c'est avant l'âge légal du dépistage, puisque nous avons sur 2008-2012 entre 32 et 38% de femmes qui sont diagnostiquées avec un cancer avant l'âge de 50 ans. J'ai découvert mon cancer du sein j'étais partie en vacances et à mon retour, j'avais une petite douleur au sein et finalement j'ai consulté et puis après ça s'est révélé un cancer du sein. Alors bien sûr, suite à cela, c'est vrai que c'est comme un coup de massue, mais après on se reprend et puis j'ai été voir les professionnels, j'ai été opérée, hospitalisation. Après l'hospitalisation, s'enchaînent les examens, l'oncologue. J'ai fait de la chimiothérapie, ensuite j'ai fait de la radiothérapie et des séances qui ont été quand même assez douloureuses puisque c'est une période où on est très affaibli par les séances de chimiothérapie. Et heureusement que la famille était autour et que j'ai passé le cap. Maintenant que les soins sont terminés, je continue. Pour augmenter la participation des femmes au cancer du sein en Guadeloupe, et les données du registre peuvent venir en appui aux campagnes qui sont menées pour montrer un peu quelle est la distribution des cas. Beaucoup de femmes arrivent encore à des stades... Voilà, et puis en bref, sachez que la distribution de l'eau sera perturbée demain à Bémao, dans le secteur de Bragelogne, et ce dès 8h du matin en cause des travaux sur le réseau. Le retour à la normale est prévu en fin d'après-midi demain. Voilà, il est 13h dans le ZCL. On prend une courte page de publicité avant de parler des résultats du Startup Weekend. C'était donc ce week-end, comme son nom l'indique. À tout de suite. Voilà, 13h06 dans le ZCL et l'information continue. Nous allons partir à présent pour Haïti. Nous avons enregistré en fin de matinée une interview avec un Jean-Michel Sincère. Il est journaliste à Télé Guinan à Port-au-Prince. Il fait le point un petit peu avec nous sur la suite de la journée électorale de dimanche en Haïti qui comptait 3 scrutins. Je le rappelle, le premier tour de la présidentielle, le deuxième tour des législatives et des municipales. Voilà, on écoute cette interview.
Voilà, nous sommes en direct depuis Port-au-Prince en Haïti avec Jean-Michel Sincère. Il est journaliste et PDG de l'agence en ligne à Port-au-Prince. Donc bonjour Jean-Michel. Bonjour Céline, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors Jean-Michel, je souhaitais qu'on fasse un point sur donc les élections qui ont eu lieu hier en Haïti. Alors on a parlé d'exploits pour ces élections qui a priori se sont bien passées. Apparemment il y avait des craintes sur le déroulement du scrutin. Oui. Il y avait vraiment des craintes préalablement, mais la journée a bien terminé. Le gouvernement est satisfait, le conseil électoral est totalement satisfait du déroulement du scrutin du 25 octobre dernier. Et pour l'instant, on est dans la phase de traitement des procès-verbaux qui se sont acheminés au centre de tabulation, là où on fait les comptages en ce qui concerne pour la publication des résultats préliminaires de la présidentielle prévue pour le 3 novembre prochain. Alors, il faut rappeler, Jean-Michel, qu'il y avait 3 scrutins qui se déroulaient dimanche en Haïti. Hein. On peut rappeler un petit peu justement les votes qui étaient en jeu ? Oui, mais il y avait les élections présidentielles, c'était le plus intéressant. Le deuxième tour de législative, notamment avec 18 candidats en course pour le Sénat et 115 pour la députation, et sans compter les élections concernant les conseils communaux qui s'étaient déroulés également le jour du 25 octobre dernier. Donc il y avait en total 3 élections en Haïti. Alors justement, concernant la présidentielle, Jean-Michel, il faut noter le nombre de candidats assez important pour cette présidentielle, plus de 50 je crois. Hein. Oui, il y en avait 54 en lice. Il y a le candidat du pouvoir en place, on parle de Jovenel Moïse, il y a Moïse Jean-Charles de plateforme Petite Dessalines, il y avait Jules Célestin de l'AP, Marie Stancis de Famille Navalas, autant de figures emblématiques qui se sont trouvées en lice ce 25 octobre pour essayer d'être élus, pour être investis au Palais national le 7 février prochain. Donc c'était donc l'enjeu en Haïti. Tout le monde avait une crainte quand même pour que ça ne tourne pas comme c'était déroulé le 9 août dernier, mais avec les dispositions prises par la police nationale d'Haïti, la MINUSTA, les membres du conseil électoral provisoire, le gouvernement, tout s'est bien passé comme on avait bien souhaité. Donc la journée est bien tournée. On attend les résultats. Maintenant, comme je disais tantôt, la balle est dans le camp du centre de tabulation nationale. Le centre de tabulation nationale, ça se trouve à Sonapi, sur la route de l'aéroport. Là, on est en train de recueillir les procès-verbaux des différents départements du pays afin de pouvoir les traiter et vérifier. Et de là étant, on va déterminer qui va réussir ou bien qui va être investi le Palais national le 7 février prochain. En ce qui concerne la présidentielle pour le Parlement, c'est le deuxième lundi du mois de janvier, donc que le Parlement doit reprendre fonction, et vous le savez très bien, il y a tout simplement 10 sénateurs en fonction en Haïti depuis le 12 janvier 2015. Donc ces élections sont vraiment importantes pour Haïti, et la population vote pour le changement, et dans leur déclaration, ils votent pour le changement pour aller mieux en Haïti. Voilà, donc petit exploit technique grâce au Skype. Désormais, on peut faire du direct un peu partout dans le monde, et c'est pas une mauvaise chose. On reçoit donc aujourd'hui Monsieur Colomb, bonjour, et qui a été à l'initiateur de cette deuxième, on peut dire, deuxième session du Startup Weekend qui s'était déroulé cette semaine, fin de semaine, et puis à vos côtés, Monsieur de Sainte-Anary, voilà. J'ai bien dit, qui est l'un des gagnants de ce Startup Weekend. Alors, première question, pourquoi avoir lancé ce type de confrontation, entre guillemets?
Alors, un Startup Weekend, en fait, c'est un événement qui est organisé dans le monde entier. Oui. C'est un événement donc, qui appartient à une organisation américaine, une ONG américaine. Le week-end dernier, il y avait plus de 35 événements de ce type qui étaient organisés dans le monde entier. Et donc, ce week-end sur la Guadeloupe. L'intérêt de cet événement, c'est de pouvoir propulser, lancer, accélérer des projets innovants. Ce sont des projets qui trouvent difficilement leur place dans les circuits, on va dire, traditionnels, voilà, auprès des banques, auprès des partenaires. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de référence, de modèle. C'est pas comme quand on ouvre une boulangerie, par exemple. On sait qu'il y a une clientèle, il y a peut-être un chiffre d'affaires déjà réalisé. Là, voilà, une application comme celle d'Arnaud, on va un en parler comparateur de justement. prix, voilà, il a besoin de venir dans un événement comme le Startup Weekend où il va pouvoir être entouré de professionnels qui vont lui apporter des compétences complémentaires aux siennes pour pouvoir travailler sur son projet et avoir cet atout-là pour ensuite aller rencontrer des partenaires. Mais alors, nous, notre centenaire, comme on dit pour les startups, la levée de fonds a été compliquée, difficile, ou au contraire, ça s'est fait de façon normale? Alors pour l'instant, il n'y a pas encore eu de levée de fonds. L'objectif de ce Startup Weekend, c'était de monter le projet, de faire avancer le projet. C'est un projet qui était dans ma tête depuis un petit moment déjà. Et il faudra en parler, justement. Et avec plaisir. Oui. Et donc là, c'était l'occasion de travailler sur ce projet, d'aboutir un petit peu le concept et de le présenter devant un jury pour avoir un premier retour. Et le jury, donc on avait la chance d'avoir des professionnels du secteur, d'avoir des investisseurs. C'était un jury assez représentatif des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de projet. Et un comparatif, il faut le dire. Oui, quand je dis ce type de projet, c'est globalement sur les projets de start-up. C'est-à-dire que c'était intéressant d'avoir un retour sur tous les projets qui ont été exposés, d'avoir un retour. Il y a eu des critiques positives, forcément positives, constructives sur les projets. Peut-être quelques points à améliorer, mais donc c'était vraiment la chance d'avoir accès à ce jury-là. Alors justement, et peut-être pour les téléspectateurs, rappeler qu'en fait vous êtes enfermés entre guillemets pendant tout un week-end avec par équipe en fait, et pendant 54 heures vous avez, j'imagine, peu dormi. Et l'idée donc c'était par équipe de potasser un projet et de le présenter ensuite à la fin du week-end. Donc qu'est-ce qui a plu justement au jury et quand vous avez pitché le projet déjà le vendredi soir, qu'est-ce qui a plu selon vous dans votre idée? Ce qui a plu avant tout, je pense que c'est un projet qui touche tout le monde. On est tous des consommateurs au quotidien et on a tous un souci de faire nos courses au meilleur prix et donc ça touche beaucoup de gens. Les gens s'identifient dans le besoin. En fait. Alors comment ça va s'organiser? Parce que maintenant que vous avez le projet, il est conçu et construit, la suite c'est quoi? Alors la suite c'est la mise en œuvre, bien évidemment. Toutefois, vous vous doutez bien qu'en 54 heures, le projet n'est pas complètement finalisé. C'est clair. On a fait des gros pas en avant. C'est vraiment une progression énorme. Je ne m'y attendais pas. J'y suis allé un petit peu dans l'expectative sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Mais donc, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais on a fait un vrai pas en avant et on devrait pouvoir le lancer assez rapidement. En tout cas, beaucoup plus rapidement. Alors justement, il s'agit de quoi, par exemple? C'est quoi une application? Quelle forme ça va prendre? Voilà, l'idée c'est une application mobile qui vous permet de scanner les produits dans les magasins. Alors vous avez certainement vu, il y a des pubs comme ça qui existent. Il y a avec un QR? Pardon? Un QR Non, avec les codes barres. Les codes barres. Donc il y a déjà une application qui On existe. peut jouer à la comme ça. caissière, quoi. En quelque sorte, ouais. Il y a Qui est le moins cher qui existe, qui est une application connue qui est faite par Édouard Leclerc, en fait, par les centres commerciaux Leclerc, qu'ils utilisent pour mettre en avant leur compétitivité sur les prix. Et donc le problème, c'est que comme ils l'utilisent pour faire de la publicité, les statistiques elles sont présentées de manière à les mettre en avant. Et il serait intéressant d'avoir un comparateur neutre. Il y a des solutions qui ont été mises en place, mais qui ne sont pas complètes, parce qu'elles se basent sur le relevé des prix en ligne. Et là, l'innovation, c'est de se dire que l'application qu'on va utiliser pour scanner le prix dans le magasin, elle va être capable de reconnaître le prix automatiquement et d'envoyer le prix à la base de données partagée. Ce qui fait que quand vous utilisez l'application dans le magasin, en même temps, vous renseignez, quelqu'un qui est dans une autre enseigne, il bénéficie de l'information que vous avez rentrée. C'est ce qu'on appelle le modèle participatif et collaboratif. Donc c'est localisé, ça concernera uniquement les grandes surfaces ici en Guadeloupe?
C'est ça l'idée en fait, c'est une application pour la Guadeloupe. Voilà, l'idée c'est de la lancer là avant tout parce que c'est une application qui n'est pas disponible, qui est le moins cher, c'est pas disponible en Guadeloupe. Oui. Ou Prixing aussi qui est un concurrent n'est pas disponible en Guadeloupe. Et après, il n'y a pas de raison que ça se cantonne à la Guadeloupe, puisque l'application est une application collaborative. Donc on n'a pas besoin de payer des gens dans un pays pour faire des relevés. C'est ce que fait le faire avec la Martinique, par exemple. La Martinique décide de le faire. Demain, il y a des personnes qui décident de le faire en Martinique, d'utiliser l'application. Ils renseignent la base au fur et à mesure où ils utilisent l'application. D'accord. Donc on n'a pas besoin, nous, d'aller démarcher, d'aller payer des gens pour relever des tarifs. Ils peuvent commencer à l'utiliser directement. Maintenant, pour le lancer en Guadeloupe, on aura effectivement besoin d'avoir une base de produits conséquente et donc d'avoir... Et comment vous allez-vous énumérer sur cette application? Alors il y a différents axes. Avant tout, comme beaucoup de services web ou mobiles, c'est la publicité qui est une source de revenus. Et on a aussi du coup, on va avoir beaucoup de statistiques sur la consommation, sur les produits, sur les prix. Et c'est des données qui peuvent intéresser aussi les enseignes ou les marques pour savoir pour faire des études comparatives sur la concurrence. Ça va intéresser l'URL alors? Ça peut intéresser beaucoup de monde, je pense. Est-ce qu'il va aller scanner les produits? D'ailleurs, la région a déjà lancé un projet, il faut le mentionner. Il y a le site zoban.gp qui existe et qui référence les fameux produits du panier de la manière voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'il faudrait aller un cran au-dessus et proposer l'ensemble des services parce que l'idée, c'est de proposer aux gens d'avoir une solution d'économiser sur leurs courses à eux et pas sur un panier type. D'accord. Alors justement, vous allez la développer ici par la suite, l'application, j'imagine tout sera fait, vous allez vous adjoindre des compétences locales? Certainement, oui. Et donc moi je suis une compétence locale et je développe déjà des applications en local. Et donc au début, peut-être pour commencer, parce que ça a un certain coût, donc c'est moi qui vais probablement réaliser le début et après faire appel à des ressources en local, oui, bien sûr. L'appli est disponible d'ici combien de temps à peu près pour la développer vraiment? Alors je ne saurais pas vous dire, on a ciblé sur, étant donné l'état d'avancement des prototypes déjà, on a ciblé sur 2 mois de développement, 1 mois de test, et donc si tout se passe bien, on pourrait se dire, si le planning est respecté... À Noël, ce serait intéressant à Noël. Ah, ce serait super parce qu'effectivement, comme on part du principe qu'on compare sur des codes barres, on peut comparer même les jouets de Noël et tout ça. Malheureusement, c'est vrai que ça aurait été une opportunité excellente de lancer cette application à ce moment-là, mais ça sera pas prêt. Olivier Coulon, vous êtes satisfait du week-end, du point de vue de ce qui a été présenté? Très très satisfait, oui. Et puis en plus, on a dans les projets qui ont été récompensés, en fait, il y en a 2. Qui sont en lien avec des problématiques locales et aussi avec les produits locaux, puisqu'on a le 3e Botanica en fait qui propose toute une gamme en fait cosmétique autour des produits naturels du jardin créole. Et ça nous fait plaisir parce que c'est une chose de lancer des jeunes entreprises innovantes, mais ça nous fait encore plus plaisir quand il y a une réponse, quand c'est une réponse qui peut être directe au cadre de vie, à l'environnement et aux problématiques. Ça, c'est très important pour nous qu'il y ait un lien de ce type. On sait déjà la 3e session. Alors, la 3e session, là on est au lendemain, on essaie de se reposer un petit peu pour la suite, mais alors le concept de toute façon ne nous appartient pas. Hein, c'est un peu comme TEDx. Oui, voilà, exactement. Hein, donc c'est organisé sous licence. Donc l'essentiel, c'est que là, on a des beaux projets pour que l'événement en lui-même, le Startup Weekend en lui-même, puisse se pérenniser en Guadeloupe. Alors, une fois par an, une fois tous les 2 ans, ça sera à voir. Après, est-ce que c'est nous ou une autre association qui l'organise? C'est à la limite, c'est plus trop la question et le problème. L'essentiel, c'est que ça se pérennise et que ça se fasse, exactement. Oui. D'accord. Ben, on vous remercie d'être venu. Merci à vous. À bientôt peut-être. En tout cas, on attendra cette appli avec intérêt. Vous nous signalerez quand même quand elle sera mise à dispo? Bien évidemment. Bien sûr. Ok. Ben, on vous remercie tous les deux d'être venus. Merci. Céline, la suite. Et on parle football rapidement. Des membres du centre de formation de Lens sont en déplacement en Guadeloupe ces jours-ci. Les cadres techniques du club de Ligue 2 viennent transmettre leur savoir-faire, notamment aux jeunes qu'ils sont venus encadrer. Maxime Morel et Richard Etienne étaient sur la pelouse. Bien sûr, ce matin, on regarde leurs images. On a été sollicité par la commune de Saint-François par le biais de micro-réseaux. Et puis ça s'est organisé, ça s'est monté tout naturellement au départ.
par le biais des gardiens de but. Et puis là, tout de suite, la commune ont décidé de mettre encore plus de moyens pour pouvoir nous accueillir dans de meilleures conditions. Et puis voilà, ça s'est monté tout naturellement comme ça, il n'y a pas de raison spécifique au départ. Ça s'est fait avec Saint-François, ça aurait pu se faire avec une autre commune. On fait pas mal d'ateliers, donc à la fois pour les gardiens de but d'un côté, les joueurs de chant de l'autre, et puis bien entendu on les réunit ensemble, avec pas mal d'ateliers au niveau technique. On intègre les éducateurs locaux dans nos séances, on leur explique les séances d'entraînement, on les partage avec eux, on débriefe également sur ces séances-là. Donc on est beaucoup sur la technique, on est sur la psychomotricité. On a ramené avec nous un spécialiste de la psychomotricité pour pouvoir également leur montrer tout le travail qui doit se faire, notamment à l'école de foot, au niveau de la technique et de la psychomotricité. Alors bien, on a également intégré des séquences de jeux réduits, de jeux à 9, de jeux à 11. Mais déjà en amont aussi, au niveau psychomotricité, au niveau technique, si le travail est déjà bien fait, ça sera déjà un grand. On continue, on prend une page de pub d'Annick, on va avec les invités. Tout à fait, on va parler tout à l'heure du Festival international des cultures urbaines de la Guadeloupe. C'est déjà la 8e édition et on va recevoir Claude Cuavé qui est déjà là. Et Jeff, avec eux, on va parler un petit peu du contenu de cette 8e édition qui se fait du 28 au 31. C'est tout de suite après la pub. Retour sur le plateau du ZCL avec nos deux invités attendus et espérés, mais ils sont là. Claude Cuavé, bonjour. Bonjour. Et Jet, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, ils sont venus parce que... On va parler de quoi? De HIP HOP. Oui. Hip-hop. Oui. De Sydney qui arrive de les gens qui ont connu Sydney dans les années 70, 80 début? Non, c'était 84. 84, oui. Ouais. Se souviennent, il sera peut-être là. Il sera peut-être ou il sera là? Il sera sûrement là. Il sera sûrement là. Alors, sans aucun doute. Festival des cultures urbaines de Guadeloupe, 8e édition. Yeah. Qu'est-ce que ça va être, Claude? Alors, ça va être un grand festival. Il y a beaucoup de choses. Il y a des battles comme d'habitude, des battles internationaux. Il faut savoir que le festival est devenu international depuis 2012, depuis que la région Guadeloupe a accepté de le soutenir. Et du coup, il y aura une douzaine de pays de la Caraïbe. Donc, pour aller rapidement, je ne vais pas tout dire, mais il y a Haïti, Porto Rico, il y a aussi Venezuela, Miami, États-Unis, donc. Saint-Vincent, enfin il y a des danseurs de Dominique, enfin de partout. Donc qui viennent, et en plus de ça, il y aura les 3 DFA, donc il y aura aussi Guyane, Martinique, et il y aura la France, qui sera représentée par le champion de France de danse breakdance, qui est venu, qu'on a invité spécialement. Il y aura également des graffeurs. Ça, je parle du 30, le grand temps fort au Palais des Sports du Gosier. Il y aura les meilleurs graffeurs de la Guadeloupe, il y aura Prose. Il y aura Yessou, il y aura Pac-Man, enfin ce que... Pac-Man sera là. Oui, Pac-Man sera là, bien sûr. Il y aura Alien, enfin c'est vraiment les meilleurs danseurs. Enfin, on essaie de faire le top. Et il y aura des rappeurs également. Je n'ai pas cité tous les rappeurs, mais il y aura au moins 5 ou 6 rappeurs qui vont aussi s'intercaler entre les shows de danse. Et 2 jours avant, il y aura des stages et des masterclass, donc Jack va parler. Après, j'expliquerai aussi comment on travaille ensemble. Et qui seront Palais des Sports du Gosier entre 10h30 et 18h30. Donc il y a encore des places pour les stages. Donc il y a stage pour les débutants et masterclass pour les confirmés. On a également les sélections qui ont lieu demain soir, enfin non, après-demain soir, le 30 au Centre culturel Sonis. Parce que qui dit battle international, ça veut dire que les Guadeloupéens doivent se qualifier. Oui. Donc la qualification des Guadeloupéens aura lieu le 30 au Centre culturel Sonis. Avec Sydney, justement. Oui. Et il sera lieu là-bas. Et il y aura également le 30 un concert de rap hip-hop avec des jeunes hip-hop créoles qui sont de Grand Camp, qui s'appellent 142 décibels. Et on les avait reçus sur ce plateau. Donc on les aura donné une carte blanche pendant 1h30. Il y aura donc du rap, de la danse et de la musique. Alors, Jack, pourquoi Jack il est venu avec moi? Oui. C'est qu'il y a une ouverture. Non, justement, il y a une ouverture. Parce que depuis 2012, on est le festival des cultures urbaines et on a estimé que la dancehall avait toute sa place dans la culture urbaine. Donc, comme on n'est pas trop sur la musique dancehall, on est sur la danse dancehall. Oui. Et Jack est un des meilleurs représentants de Guadeloupe de la danse dancehall. Il travaille avec Admiralty, avec beaucoup de gens. Et donc, c'est une ouverture vraiment pour nous très importante. C'est-à-dire que dans les stages et masterclass, il y aura le dancehall aussi, avec Jack. Et il y a un groupe qu'on a invité de Jamaïque qui s'appelle Shady Squad, qui est un des meilleurs groupes de danseurs de dancehall de Jamaïque, qui est notre invité et qui sera là donc pour les stages et également pour le final du 30. Ils feront un show.
Alors, maintenant, je laisse parler Jack. Oui, justement, j'allais dire. Si je dis tout, c'est il y a pas. Voilà, c'est ça. Non, c'est une première pour nous, en tout cas, du mouvement dancehall, de pouvoir s'insérer au niveau du hip-hop session. Il y a bien des années qu'on vient regarder ce mouvement et on nous donne la chance aujourd'hui d'y participer. Donc, c'est encore un appel, puisqu'on a déjà des inscriptions, mais un appel aux autres danseurs qui n'ont pas encore fait le premier pas à venir s'inscrire, à contacter l'infoline 06 90 64 64 47 pour les inscriptions, pour les présélections qui vont se dérouler jeudi 29 à Sonis. Donc, on aura... Les places sont chères? Les places sont chères, on va pas dire ça. Il y a un bon niveau. De bon niveau quand même. Voilà, il y a un bon niveau en Guadeloupe. On va pas mentir, en dancehall, on se débrouille bien. Mieux que la Martinique? Oui. En connaissance de la danse, oui, je l'affirme. En connaissance de la danse dancehall, la Guadeloupe est plus intéressée et plus loin que la Martinique. Après, c'est vrai qu'au niveau de la culture musicale, on peut être en ballottage, oui, c'est vrai, la culture musicale dancehall, mais la technicité de la danse dancehall, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a plus de références et on se référencie même plus à la Jamaïque, d'où le Shady Squad qui sera là ce week-end sur le Hip Hop Session. Donc, et même pour monsieur et madame tout le monde amoureux de la danse, vous qui regardez ou même qui avez des préjugés sur la danse dancehall, venez au stage, puisqu'il y a des stages débutants avec des locaux comme moi en Guadeloupe. Et aussi pour les avancés, donc les danseurs, avec le Shady Squad pour pouvoir peaufiner cette technique, on va dire, de danse dancehall. C'est de top niveau, alors. Voilà. L'idée du festival, c'est du top niveau. Oui, apparemment, c'est on a les meilleurs danseurs de la Caraïbe déjà. C'est des best of best. Voilà, on a les meilleurs danseurs de la Jamaïque, donc on a essayé de faire fort au niveau qualité. Et d'ailleurs, depuis que le festival est devenu international, la qualité a franchi un cap incroyable. Et en plus, vous êtes sur 3 lieux. Alors on est sur plusieurs lieux. Alors pour revenir sur les lieux, donc il y a une dernière chose dont j'ai pas parlé, qui est quand même là aussi très importante, c'est l'ouverture. L'ouverture, ça a lieu au Memorial Act. Demain, vous êtes invités, bien sûr. Et c'est un spectacle d'une création de danse hip-hop. Ça ne sera pas un show, c'est une création. Et ce qui nous a intéressé dans cette création, c'est de David Milhomme, c'est un Martiniquais qui est de la compagnie MD Compagnie. Et ce qui nous a intéressé, c'est que c'est une création caribéenne. C'est-à-dire qu'il y a dedans, il y a des danseurs de Martinique, mais aussi des danseurs de Saint-Vincent, danseurs de République dominicaine et de Dominique. Donc ça veut dire que c'est pour nous, comme on est un festival caribéen, et qu'on est dans cette image, dans cette idée, comme toi-même d'ailleurs. Oui, bien sûr. Depuis on longtemps. copie, mais enfin bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que l'idée Caraïbes nous plaît, nous séduit. On doit s'ouvrir sur notre environnement, on doit avoir un rapport beaucoup plus direct au niveau de la culture avec nos voisins. Donc c'est ça qui nous a plu. Donc c'est demain, ça, c'est donc demain soir, mercredi, sur le parvis du Memorial Act, c'est à 20h et c'est donc un spectacle de danse, de création de danse hip-hop. D'accord. Donc il y a ça. Et puis pour finir sur les lieux, donc demain, il y a ça. Jeudi, c'est Sonis. Vendredi, c'est au Palais des Sports, le grande manifestation. Et le samedi, il y a deux trucs encore, deux événements. Un événement à Gosier, sur l'esplanade du Gosier. Ça sera un freestyle, parce qu'en fait, comme on a une trentaine de danseurs en cette temps qui. Et puis on vient à la rue. Ils s'expriment, en plus, c'est la rue, le hip-hop, c'est la street dance. C'est le retour à la bloc party. Voilà, on retourne sur la rue et on fait un truc dans la rue. Et le dernier final du final, c'est soirée électro-hip-hop qui aura lieu sur la plage du Canela Beach, avec Moody Mike, Anaïs et le DJ de Nobinoga, qui est un des meilleurs DJ d'Europe en hip-hop. Donc là, si vous êtes invités à faire la fête avec nous, ce sera une belle fête. Ok, ben on a pris note. Et tous les jeunes qui nous regardent, vous serez là, hein, Céline. Oui, bien sûr. Avec la tenue. Et vous lancez, non? Bien sûr, je vais y mettre, je vais avec Jack. Stage dancehall, c'est ça. Ça sera un freestyle, on verra. On verra quel beau freestyle. On prend le rendez-vous, donc dès mercredi, et vraiment le temps fort, c'est quoi? C'est jeudi ou c'est vendredi? Non, c'est vendredi, le temps fort, c'est vendredi. Le grand temps fort, c'est les finales. D'accord. Il y aura tous les meilleurs danseurs. Et en plus, ça se vend sur Olmol. Oui. On est vraiment. Sébastien Célestine alors, encore. Ça, je voudrais dire un truc très important, tout est gratuit. Voilà. À part les stages. C'est-à-dire que mercredi c'est gratuit, jeudi c'est gratuit, vendredi c'est gratuit. Samedi c'est 10 € pour 2 consommations et tout le reste c'est gratuit. Donc il n'y a pas. Et l'inscription Olmol c'est pour les stages. C'est pour les stages, voilà. Les stages c'est pas cher, en plus c'est 15 € le stage. C'est pour ça qu'il faut que la population vraiment se mobilise, puisque c'est vraiment une culture urbaine sur le partage. Les manifestations sont gratuites, donc venez-y. On a les partenaires. Montrer que les jeunes. Il faut exactement, quelque chose de positif. Non, voilà. On tarde à le dire quelquefois, mais il faut le dire. Quand c'est positif, il faut le dire. Ok, bon, on a pris note.
Sans problème. Voilà. La suite, Céline, avant notre rubrique Innovation qui sera toujours dans le même tempo d'ailleurs. On est aujourd'hui très chic aujourd'hui. Complètement. On continue avec une autre discipline, on va dire un corps à corps, ça peut faire rêver, mais là il s'agit de combat. La gendarmerie organise aujourd'hui une formation pour ses militaires en la matière. Nicolas Hachi est allé se mesurer à ces hommes forts et ces femmes fortes. On regarde, il est revenu. Vivant ? Oui, donc il s'est bien défendu, je crois. On regarde ces images. C'est une formation dans une préparation militaire de gendarmerie. Donc ce sont des jeunes gens qui soit font des études, soit ont un emploi, qui débutent un vie, qui ont entre 18 et 25 ans pour cette promotion, ils sont 12. Et pendant 15 jours, nous les formons au métier de la gendarmerie. Donc ils font des cours théoriques, d'éthique, de déontologie, de fonctionnement de la gendarmerie et de règlement. Des cours militaires où ils apprennent la vie militaire, puisque la gendarmerie est une force militaire toujours. Et ensuite, des cours d'intervention professionnelle, comme vous voyez là en ce moment, où ils apprennent à se défendre, à riposter, éventuellement à maîtriser un individu. Le stage dure 14 jours exactement. Ils finissent là vendredi matin, ils vont finir leur stage. Aujourd'hui, donc, je forme, je dirais, ces stagiaires PMG qui sont portés volontaires pour être réservistes de la gendarmerie sur leur temps disponible, car ils ont, selon leur profil, ils sont soit élèves étudiants ou bien sinon ont un métier et sont mères ou pères de famille, ont décidé de servir donc l'institution de la gendarmerie. Nous les sélectionnons, nous les choisissons parce qu'ils sont avant tout volontaires, je l'ai bien dit et j'insiste là-dessus, et c'est une valeur noble, car ils veulent servir avec volonté, sans pour cela attendre quelque chose après. Petite, je voulais être gendarme, mais avec la taille, on ne pouvait pas y accéder, puisqu'avant c'était une limite de taille d'1,60 m. Et je fais qu'un 1,56 m. Et depuis 3 ans, ils ont supprimé la taille. C'est grâce à ça que j'ai réussi à rentrer dans la réserve. Ça fait 2 ans et demi que je suis réserviste, où on gravit les échelons, où maintenant on fait des formations, donc ce qui est très très intéressant. Et depuis 1 an, j'ai passé le concours sous-officier pour rentrer à l'école pour devenir gendarme active, grâce à ma réserve. C'est beaucoup de mental en fait avant tout. Il faut du sport, beaucoup de sport, mais le mental c'est ce qu'on essaye de leur acquérir ici et maintenant ils en ont bien. C'est vraiment c'est la base de notre métier. J'ai choisi cette formation car pour mon avenir je souhaiterais devenir un gendarme actif. Et donc c'était un bon début pour moi de faire cette formation de réserviste pour avoir un début, un pied dans la gendarmerie et pouvoir me projeter pour mon futur avenir, mon futur métier. C'est un métier difficile, périlleux, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai choisi et c'est ce que je garderai. Garde-vous! Repos! Garde-vous! À la disposition de l'adjudant d'unité. Voilà pour ce reportage musclé d'Annick. Oui, très musclé. Notre reporter est revenu vivant, je le précise. Bien. Alors, il ne faut pas l'embêter maintenant, je crois. On ne va pas l'embêter? Ah, non, ça c'est clair. Il sait se défendre, il a appris. Ouais. Bonjour, Carrie. Bonjour Danick, bonjour Céline. Bonjour. Oui, tout va bien? Oui, ça va, très bien. Vous vous portez bien? Oui, ça se voit pas? On parle santé. Mais non, mais je pose la question parce qu'on parle santé. On parle santé, oui. C'est vrai. Donc j'étais au Time to Link ce week-end, qui parlait aussi un petit peu de santé. Oui. Parce que j'ai découvert à ma grande surprise qu'on avait une start-up en Guadeloupe en charge de l'e-santé. Donc j'ai quand même fait un petit peu de recherche pour quand même vous donner le cadre précis du domaine de l'e-santé. C'est important. Donc il faut déjà savoir qu'en France, il y a beaucoup d'incubateurs. Je ne peux pas m'empêcher d'appuyer sur le mot maintenant. C'est bien, Karine, de progresser dans le vocabulaire. Voilà. Donc on a plusieurs incubateurs en France dans le domaine de l'e-santé. Donc je précise un peu ce qu'est un incubateur. En fait, c'est une couveuse qui permet d'aider les projets à prendre vie. Et notamment dans le domaine du numérique et du digital. Voilà. Donc en France, on a le CHU de Lille qui a mis en place un cluster santé avec 30 entrepreneurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et donc le but c'est de donner une réponse efficace aux dernières réformes d'achat hospitalier.
Voilà, par exemple. Donc, on a quoi d'autre? On a aussi un autre incubateur parisien en e-santé fondé en 2000 par l'Université de Paris-Descartes. Et donc, qui met en place tout ce qui concerne le développement des médicaments, des dispositifs médicaux, au service et au bénéfice du patient. Donc en gros, e-santé, c'est la dématérialisation de tout ce qui peut tourner autour de l'acte médical. Voilà. Exactement. Donc vous allez me dire, mais bon, alors comment ça se passe pour la Guadeloupe? Alors comment ça se passe pour la Guadeloupe? En Guadeloupe, qu'est-ce qu'on fait dans l'e-santé en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, on a l'ARS qui gère la santé chez nous, qui a mis un plan régional quand même. Exactement, le plan régional de la télémédecine. Voilà, donc qui apporte les solutions suivantes. Donc pour le patient, le PRT, le plan régional de télémédecine, assure la prise en charge sécurisée du patient. Pour les opérateurs et fournisseurs d'infrastructures, le plan peut apporter une visibilité sur les besoins de la région en matière de solutions en télémédecine. Voilà. Et pour les professionnels de santé, c'est tout simplement de dématérialiser les actes médicaux. Et enfin, pour les financeurs, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la part de l'ARS, qui est vraiment en avance sur beaucoup de choses, apporter de la visibilité sur les priorités de développement afin de structurer des cofinancements sur la base de priorités communes et partagées. C'est-à-dire que ce que les autres startups demandent de faire d'un point de vue régional, l'ARS l'a pensé en amont pour la télémédecine, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pensé à des dispositifs financiers permettant de développer au mieux la télémédecine. Voilà. Donc, alors, quels sont les actes dématérialisés? Et c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, on a la téléconsultation. Donc c'est-à-dire qu'on reste dans son lit et le médecin nous fait sa consultation. Mais il y a même l'opération à distance, vous savez? Ah oui, si. Moi, il y a les actes médicaux. Je l'ai subi avec mon dentiste. C'est vrai? Heureusement, vous avez encore toutes vos dents. C'est plutôt un succès, apparemment. Oui, ça s'est bien passé. Voilà. J'ai rien laissé. Donc voilà. Donc la téléconsultation aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai la pêche. Non, c'est la mangue qu'on a en Guadeloupe. La mangue? Excusez-moi, d'accord. Oh, ça peut être l'abricot aussi, hein? Oui. J'ai l'abricot pays. Ou le mangophile. Alors. Donc, la téléconsultation, donc, c'est une consultation réalisée forcément en présence du patient. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui fait un début d'AVC, par exemple. Donc là, on peut faire une téléconsultation pour que le médecin puisse juger de l'état de gravité du patient et à ce moment-là, éviter, par exemple, le transport sanitaire, le coût d'un transport sanitaire, par exemple. Voilà. On a aussi la téléexpertise, c'est tout simplement des échanges entre médecins sur le cas d'un patient, enfin entre un ou plusieurs médecins. On a également la télésurveillance, et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui pour nos personnes âgées. Oui. J'en sais quelque chose. Ma mère en a besoin bien. Voilà. Donc, il y a déjà des dispositifs mis en place par certaines entreprises en Guadeloupe, alors qui ne font pas de l'innovation, mais qui commercialisent des produits innovants pour la télésurveillance, notamment des montres connectées, par exemple, ou pour géolocaliser les personnes âgées aussi. Exactement, pour qui prend le pouls, la tension, etc. Et une fois qu'il n'y a plus de signal, à ce moment-là, ça appelle directement la famille, le médecin, les amis, voilà. Donc là, il y a déjà des produits disponibles en Guadeloupe en ce sens-là. La téléassistance aussi. Donc, Danick, je pense que c'était ça pour votre dent, non? Une téléassistance. Oui, téléassistance, oui, on a besoin, oui. Voilà, la téléassistance. Sur mon portable, je vois ma mère en ce moment, en train de prendre son déjeuner. Tout en regardant ZCL. C'est ça, exactement. C'est ça la téléassistance. Exactement. Et je peux lui parler et dire, maman, c'est l'heure de te reposer. Voilà. Et maintenant, la téléassistance, c'est l'assistance d'un professionnel au cours d'un acte médical. Donc, c'est ce que votre dentiste a fait pour vous. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que propose l'entreprise de Monsieur Wind, que j'ai pu rencontrer ce samedi à Time to Link. Et j'ai trouvé Time to Link. It's time to link. Le temps de se brancher. Voilà. Et donc, c'est Henry Wind qui dirige cette société qui s'appelle GCS Archipel 971. C'est un ancien médecin urgentiste qui a décidé... passer de l'autre côté en start-uping. Voilà. Et c'est très intéressant. Alors, je vais faire peut-être une petite aparté sur pendant qu'on parle d'e-santé, justement, du travail des personnes en situation de handicap. Oui. D'accord? Parce qu'il faut savoir que du 16 au 22 novembre, on a la Semaine nationale de l'emploi des personnes handicapées. Donc, l'enjeu est quand même important, puisque c'est 4 millions d'euros de taxes pour les entreprises de plus de 20 salariés qui ne respectent pas cette réglementation. Et il faut savoir qu'LB Développement organise à cette occasion, tous les jeudis du mois, de
De 8h à midi, à la rue de la Chapelle, des ateliers sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà. Alors on rappelle toujours qu'un handicap, c'est pas seulement un handicap moteur, il peut être visuel, auditif. Exactement. Il faut savoir que 85% des personnes en situation de handicap n'ont pas de handicap visible. Voilà, donc comme vous dites, ça peut être, je sais pas, suite d'un cancer, du diabète, etc. Et le but aussi du site handidom.com, www.handidom.com, c'est de pouvoir changer le regard sur le handicap, parce que souvent le handicap n'est pas forcément... on confond souvent handicap et invalidité. Voilà. Donc, très juste. Voilà. Donc le but c'est de se dire que un handicap n'est pas forcément visible et quand bien même il est visible, même si la personne est réduite physiquement, ça l'empêche pas de travailler et d'avoir une vie normale. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la chronique, oui. Pour la chronique, alors la deuxième partie, la formation LB. LB Développement. Voilà, je commence à connaître. Ah oui, mais il faut connaître. Oui. Ils font des choses intéressantes. Alors, on va réussir ces entretiens professionnels. Comment on fait? Alors, avant l'entretien professionnel, on va commencer par manager au féminin. Oui. Voilà. Oui, les 5, 6 et 13 novembre. Voilà. On a également toujours au niveau de la formation la gestion de la pression professionnelle, gérer la pression professionnelle les 9 et 10 novembre. Sont encore ouverts comme formation les entretiens professionnels à destination des chefs d'entreprise et responsables des ressources humaines le 12 novembre dans l'après-midi, donc c'est une demi-journée de formation. On a également renforcé son leadership les 16, 17 et 24 novembre. La gestion du temps et des priorités les 26 et 27 novembre. La formation à l'accueil physique et téléphonique les 8 et 9 décembre. La prise de parole en public les 9, 11 et 16 décembre. Et toujours la formation pour les directeurs financiers et contrôleurs de gestion du 30 novembre au 4 décembre. Et concernant les offres d'emploi, toujours les mêmes. Il y a encore des places à pourvoir pour le recouvrement. Pour le recouvrement. Voilà, vous êtes titulaire du bac, vous souhaitez un contrat de professionnalisation d'1 an, donc c'est un CDD d'1 an. Et bien évidemment, c'est un poste qui est ouvert aux personnes en situation de handicap. Et également, pareil pour le poste de téléconseiller, télévendeur et chargé de clientèle. Il y a encore des postes à pourvoir sur cet emploi. Donc, pareil, vous êtes titulaire du bac obligatoirement et vous justifiez d'un minimum d'expérience dans la relation client. Voilà. Donc, vous contactez LB Développement au 05 90 810 325. 05 90 810 325 et handidom.com pour toutes les personnes en situation de handicap qui recherchent du travail aussi. Vous pouvez aussi les contacter au même numéro. Over. Pour la formation des taxis, on n'en parle pas aujourd'hui. Pardon ? Formation des jeunes taxiteurs, on n'en parle pas. Pas aujourd'hui, je vais en parler peut-être la semaine prochaine. Je parle avec plus de détails. D'accord. Voilà. Écoutez, Karine, merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Vous avez vu 2 fois la semaine dernière, cette semaine on vous voit une seule fois? Une seule fois, je ne vais pas perturber tout le monde. Pas de nouvelles sur un dernier coup de pompe pour votre crowdfunding? Si, on a toujours la campagne de crowdfunding qui est ouverte pour Cuba, puisqu'on est censé partir la semaine prochaine. J- combien? J-4. D'accord, il manque beaucoup. Tout de même. Il manque beaucoup. On a des promesses dedans. On a une grosse promesse dedans qui doit venir, qui doit être normale. On doit avoir la réponse aujourd'hui. Mais bon, comme c'est une promesse. Ouais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Exactement. On continue avec Céline. Il est 13h50, c'est ça? Oui. Exactement, et on s'offre une parenthèse artistique à présent. On s'envole pour Paris. La 3e édition de l'exposition Art Freedom se déroule en ce moment à l'espace Cardin, un événement ouvert aux artistes peintres de divers horizons. L'association Cœur Couleur Caraïbes de Sainte-Anne est à Paris et participe à cet événement. Cette association a pour principal objectif de faire connaître nos talents artistiques. On écoute Jonathan Isa, elle est présidente de Cœur Couleur Caraïbes. Elle est au micro de Maurice Cessé. Alors, je connais très bien les organisateurs. Ça fait des années que Art Freedom travaille à Paris pour justement faire les artistes justement de l'outre-mer et d'ailleurs justement échanger. D'ailleurs, c'est pourquoi on appelle ça Art Freedom. C'est pour sortir des sentiers un petit peu bien battus. Et l'organisation m'a contacté pour pouvoir amener des artistes de Martinique, de Guadeloupe, etc. Bon, nous savons très bien que c'est pas évident. Côté budget, les artistes n'ont pas toujours les moyens. Donc pour commencer, parce que c'est la première fois, c'est notre première participation, nous avions sollicité le département,
également notre mairie Sainte-Anne qui nous a gracieusement justement aidés. C'était pas suffisant, mais ça nous a permis en tout cas de faire le premier pas. Et d'être ici pour participer à l'Espace Cardin avec l'artiste Alain Caprice qui est quand même, je pense qu'il y a un niveau, justement ça nous permet d'échanger et d'être à un niveau international pour pouvoir promouvoir notre art chez nous parce qu'on n'a rien à envier à qui que ce soit et les artistes, on a des artistes vraiment de talent qui demandent une seule chose justement, c'est de montrer, d'exhiber, ça sert à ça. Alors l'association, tout d'abord, on a privilégié les échanges d'art pictural, mais nous travaillons aussi beaucoup avec les enfants. Nous développons aussi tout ce qui est, premièrement l'art pictural, mais aussi tout ce qui est tradition, le développement personnel, en passant par justement la culture de chez nous, rester un petit peu, on fait aussi de la nutrition. En fait, c'est quand même, le panel est assez large, qui permet justement de toucher à tout ce qui concerne le développement des êtres humains chez nous, d'abord, parce qu'on s'occupe de nous, hein. On ne va pas être chauvin, mais on s'occupe d'abord de nous. Et au de vue artistique, on a vraiment un panel d'occupations. Ça peut être musique, ça peut être danse, chant, mode. On a un panel assez large. Emmener justement, surtout nous, on s'axe surtout à faire sortir nos artistes pour échanger avec l'extérieur de manière à ce qu'ils puissent justement faire prendre conscience de notre niveau et de notre capacité. Parce qu'on a beaucoup de créateurs, je dis bien créateurs, de talents vraiment extraordinaires chez nous qui n'ont pas cette possibilité-là de véhiculer et d'échanger avec l'extérieur. Donc on se dit, le travail n'est pas facile, mais c'est un challenge. Voilà pour cette touche de peinture, la boucle est bouclée puisque nous recevions... Oui, la boucle est bouclée, on a tenu tout notre timing, bien qu'on partit avec 10 minutes de retard, mais on a rattrapé le maillot jaune, donc tout va bien. Demain, on se retrouve à la même heure, 12h15, je le précise, soyez à l'antenne et nous serons là. Salut Céline, bon appétit. Salut Danick, merci. Salut tout le monde et à la réalisation Zébris. Il ne nous a pas mis en retard, mais enfin bon, c'est pas de sa faute. On se retrouve demain, Zébris. Allez, salut, bye bye.